Dans ce deuxième épisode, on continue de poser les questions que vous nous avez envoyées et celles de la rédac au député Arthur Delaporte, co-auteur de la loi sur l'influence commerciale. Le secteur de l'influence manque cruellement de transparence dans sa chaîne budgétaire. Quand allez-vous réguler ça, à l'instar de la loi Sapin pour les médias? Ça, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de transparence. Aujourd'hui, c'est secret commercial à tous les étages. Et d'ailleurs, l'un des objets de la mission qui m'a été confiée par le gouvernement, c'est notamment d'essayer de réfléchir à la structuration du secteur de l'influence et à la clarification des mécanismes de financement. Donc aujourd'hui, on n'est qu'au début. On se réfugie trop souvent derrière le secret fiscal pour pouvoir derrière faire des montages qui sont assez compliqués. Donc moi j'ai envie de mieux comprendre ce modèle pour mieux le décortiquer, pour mieux protéger les publics, mais aussi les influenceurs eux-mêmes, parce que finalement ceux qui derrière ne cotisent pas, ceux qui ne contribuent pas, ceux qui ont des revenus qui sont parfois réorientés par différents volets, eh bien en fait ils finissent par perdre des droits sociaux aussi, ce qui est du salaire indirect. Et pour l'instant, on est à nos débuts, mais on va continuer le travail. Non, j'ai pas d'échéance particulière, si ce n'est que d'ici décembre, on doit théoriquement, mais bon, j'ai été nommé avec Stéphane Vogetta, donc à l'heure où je parle, je ne sais pas exactement ce que va devenir ce rapport, mais on devait théoriquement, avec Stéphane Vogetta, remettre un rapport au gouvernement pour une meilleure structuration du secteur de l'influence. Le 5 février, une proposition de loi a été déposée pour protéger les jeunes de l'alcool, en particulier sur les réseaux sociaux, où les influenceurs sont nombreux à promouvoir ces boissons, contribuant à banaliser la consommation. Où en est-on aujourd'hui? Déjà, dire que la promotion de l'alcool est interdite par les influenceurs, sauf s'ils sont sommeliers, vignerons ou critiques gastronomiques. Et dans des cas extrêmement régulés, même pour ce public très précis, ça ne doit pas être associé à la fête, à la réussite. Et donc finalement, la plupart des promotions d'alcool que l'on observe sur les réseaux sociaux sont déjà illégales. Deuxième point, au-delà de ces promotions illégales, oui, pour moi, il faut aller plus loin et interdire plus largement la promotion de l'alcool en ligne. Ceux qui se font leur business, c'est des grands groupes financiers des alcooliers. Un rapport d'Addiction France le montrait d'ailleurs, où on était passé d'environ 13 000 à 73 millions de bouteilles vendues grâce notamment à ces campagnes agressives de marketing. Donc oui, il y a un enjeu de régulation. J'espère que cette loi sera examinée et que sinon on pourra, dans une future loi influenceur, intégrer ces dispositions de régulation de la publicité pour les boissons alcoolisées. L'UMIC travaille sur le statut des créateurs de contenu d'information afin qu'ils ne soient plus assimilés à l'influence marketing et ainsi reconnus comme tels dans le paysage culturel et médiatique. La loi pourrait-elle être révisée en ce sens? Alors pour moi, l'influence commerciale n'est pas en soi une profession. L'influence commerciale, on est influenceur à partir du moment où on est rémunéré par une marque en échange d'une promotion d'un produit. Rémunération directe ou indirecte. Si n'importe qui, qu'on soit journaliste, homme politique ou femme politique, je ne sais qui d'autre, on est dans l'obligation d'appliquer la loi influenceur. Et donc en fait, nous, on n'a pas défini une profession avec la loi de l'influenceur, on a défini une activité. Si on est créateur de contenu informationnel, alors on peut être créateur de contenu informationnel. Mais dès lors qu'on va être rémunéré en échange d'une promotion, on va être aussi influenceur commercial. L'un n'exclut pas l'autre. Donc on peut travailler, et c'est ce que nous allons essayer de faire dans le cadre de la mission qui nous a été confiée par le gouvernement, à renforcer la protection du statut et l'indépendance finalement des producteurs de contenu à caractère informationnel, l'indépendance vis-à-vis des marques en particulier. Il faut qu'on arrive à labelliser peut-être, en tout cas voir comment on arrive à identifier des contenus de qualité et à s'assurer aussi du respect d'un certain nombre d'obligations éthiques et déontologiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit finalement protéger de l'application des lois influenceurs certains types de producteurs de contenu, parce que finalement, ça créerait une inégalité devant la loi. Parmi nos interlocuteurs sur ce sujet, il y a notamment le ministère de la Culture, à la fois à travers la DGMIC, et aussi la question du CNC qui finance aujourd'hui des œuvres documentaires à travers le fonds CNC Talent. Donc il y a pluralité d'acteurs, mais c'est pas tout, il faut aller au-delà et il faut réfléchir à la manière dont on structure au mieux ce secteur et dont l'État peut garantir un certain nombre d'opérations de transparence, mais il y a aussi des choses à voir en lien avec les états généraux de l'information notamment, pour voir comment on arrive à rassurer finalement les publics sur des contenus auxquels on peut faire confiance, parce qu'aujourd'hui,
À mesure que se développent les espaces numériques, se développe aussi la défiance à l'égard des produits numériques. Il faut qu'on arrive à doser et à savoir comment on arrive à montrer des contenus qui sont dignes de confiance.